Rana, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. Dans l'actualité de ce mercredi, le virus ne les a pas encore lâchés, mais s'ils se portent mieux, c'est en partie grâce au dévouement du personnel soignant. Et vous allez le voir, leur travail force l'admiration. Des patients témoignent dans ce journal. La Polynésie toujours en alerte 4, malgré des indicateurs en baisse. Les centres de vaccination aussi peinent à accueillir des volontaires. Aujourd'hui, seuls 49% des habitants ont un schéma complet. Est-ce suffisant pour atteindre l'immunité collective? Une question que nous allons poser au docteur Didier Bondou dans un instant. À seulement 26 ans, il est soupçonné d'être à la tête d'un réseau de trafic d'ice entre l'archipel de la Société et Hawaï. Il entraîne avec lui sa famille. 20 personnes doivent répondre de leurs actes devant le tribunal jusqu'à vendredi. De jeunes combattants polynésiens font valoir leurs compétences de MMA à l'international. Ils s'imposent dans 7 combats aux États-Unis, le début d'une longue carrière. Ils ont été critiqués et même accusés de tuer leurs patients. Il y a pourtant des chiffres qui sont bien réels. Sur les 1510 malades touchés par le virus accueillis au CHPF depuis le 5 juillet, les 3/4 sont guéris ou sont sur la voie de la guérison. Et cela grâce au dévouement du personnel, de la ménagère au médecin, dit Karl Lehartel, un patient de l'hôpital. Vous allez le voir dans ce reportage de Nicolas Suir et Patita Savea. Au centre hospitalier, on ne bénéficie pas uniquement de soins cliniques. Séance quotidienne de kinésithérapie pour Karl, hospitalisé depuis 3 semaines. Au début, il était désireux de rentrer chez lui rapidement car sa femme et ses enfants lui manquaient. Mais il sait qu'il avait absolument besoin d'assistance médicale. Il se rappelle de ses premières journées d'hospitalisation. On me bénit au lit. Et là, je prends ma douche tout seul. Je suis indépendant aujourd'hui. Maïma est l'une des 2 seules kinésithérapeutes de l'unité Covid long qui compte 22 lits et ne désemplit pas. En sous-effectif, le service peut compter sur son dévouement. Ici, la kiné est avant tout respiratoire. Quand les patients arrivent, en fait, ils sont souvent anxieux, angoissés, essoufflés au moindre effort. Donc, en fait, ils ne savent plus du tout comment respirer. Il faut déjà poser les bases, prendre le temps avec eux de leur expliquer, de faire une respiration longue et profonde. Outre la demi-heure d'exercice journalier, Karl reçoit la visite de sa pneumologue. On examine les patients sur le plan pulmonaire, bien sûr, mais sur le plan cardiaque, abdominal, vasculaire, parce que les patients, c'est pas qu'une paire de poumons, c'est aussi tout le reste des organes qui peut décompenser. Ce sont souvent des patients qui ont d'autres maladies, d'autres pathologies. Des visites que Karl apprécie d'autant qu'il observe les progrès réguliers qu'il réalise et les échanges chaleureux avec les soignants. Très content d'être comme ça aujourd'hui. C'est grâce juste à la ménagère et au médecin. Tout ce monde. J'ai pas de mots à dire. Je peux pas de mots à dire. Ce sont des personnes dévouées. Ils sont là pour toi, jour et nuit. Dans une autre chambre du service, séance de massage énergisant réalisée par des praticiennes du CHPF. En tahitien, elles expliquent les soins que le centre hospitalier prodigue. Elles écoutent et établissent une relation de confiance avec les patients, permettant souvent de leur faire mieux accepter les traitements nécessaires à leur guérison. Le massage est un moyen de renforcer la confiance établie. Il y a des personnes où l'anxiété, elle est vraiment basée très très haute. Avec les massages que nous offrons, nous arrivons à calmer la personne. Donc la prise en charge des médecins se fait un peu mieux. C'est la première fois qu'on me soigne comme ça. Hein? À l'heure de l'épidémie, où les lits sont insuffisants et où le traitement de la maladie doit être rapide, la relation entre soignants et patients ne doit pas en pâtir. Grâce à l'ensemble du personnel hospitalier, l'objectif semble atteint, en tout cas pour Teuru et Karl. Et demain matin, vous en saurez plus sur la prise en charge au CHPF avec le docteur Warda Creed, responsable de l'unité réanimation. Elle sera l'invitée café de votre matinale radio.
La décroissance épidémique se poursuit, mais la tension encore forte sur l'offre de soins oblige les autorités à maintenir l'alerte de niveau 4. 141 personnes sont encore hospitalisées. 4 patients ont succombé ces dernières 24 heures. En parallèle, la vaccination est à la traîne. La direction de la santé insiste, la bataille n'est pas encore gagnée et nous devons surtout nous prémunir d'une autre vague. Chiquita Darouzès, Marcel Bono. Le niveau d'alerte 4 maintenu encore cette semaine en Polynésie française. Les indicateurs s'améliorent. Plus de 49% de la population de 12 ans et plus ont aujourd'hui un schéma vaccinal complet. Mais cela reste insuffisant. L'épidémie pour l'instant décroît. On aura d'autres vagues très probablement. Et tout ce qu'on pourra gagner aujourd'hui en vaccination, ça sera d'autant ça de gagner en préparation à d'éventuelles autres vagues. Si le nombre d'hospitalisations reste important, c'est la prise en charge post-Covid qui pose problème à l'Agence de régulation sanitaire et sociale. Certains patients sont orientés vers les 2 centres de rééducation, Tetiare à Punaauia et Oraora à Pir'e, mais il faut savoir qu'à domicile, 700 malades sont sous oxygénothérapie. Aujourd'hui, le SAMU n'a pas la liste, l'ARAS n'a pas la liste, on ne sait pas où sont ces patients. Leur identité, résidence et traitement relevant du secret médical, l'ARAS demande à ce que les patients à domicile s'identifient de leur plein gré auprès de leur service. On appelle tous les patients à se signaler auprès de l'ARAS, l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale, pour qu'on puisse les identifier. Alors comment ça se passe? On propose à ce qu'ils remplissent un formulaire qui est disponible soit sur le site de l'ARAS, soit directement à l'ARAS, à Papeete, en face du temple Paofei, ou soit auprès de leurs prestataires de santé. Une manière pour l'agence sanitaire d'organiser les secours en cas de besoin, et cela est aussi valable pour les dialysés. Quant à l'usage de l'ivermectine, ce médicament n'a pas d'autorisation de mise sur le marché autre que pour un traitement parasitaire. À charge au médecin d'en informer le patient. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effet. Ce que je peux dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'étude consolidée qui vient confirmer ou infirmer l'utilisation de l'ivermectine. 2 cas de variant mu ont été détectés en Polynésie au mois de juillet. Des cas tout de suite isolés et guéris. À ce jour, c'est toujours face au variant Delta que la Polynésie fait face. Oui, et puis je vous le disais en titre, seuls 49% des habitants possèdent un schéma vaccinal complet et suffisant pour atteindre l'immunité collective. Nous accueillons tout de suite le docteur Didier Bandou. Il est en direct avec nous dans ce journal comme chaque mercredi. Taote Yorana, merci d'être là. Alors les autorités appellent encore à la vaccination. À partir de quel pourcentage on peut parler d'immunité collective ? Oui, bien sûr, je me permets pour corriger un petit peu le chiffre parce que enfin, le bulletin du Bureau de la veille sanitaire affirme effectivement aujourd'hui que la vaccination complète des plus de 12 ans, la vaccination complète atteint actuellement 59,7%, donc on approche les 60%. Je crois qu'il y a une erreur de dizaine. Ceci étant, ce ne sera absolument pas assez. Le chiffre exact pour atteindre l'immunité collective, bien malin est de savoir, on imagine autour de 85, peut-être même 90%, et il faudra tenir compte des gens qui ont eu effectivement le Covid auparavant. Alors justement, vous en parlez, il fut un moment où il était question d'immunité collective, donc avec les personnes qui ont été contaminées. Est-ce qu'aujourd'hui, l'immunité suffit ou il faudra apprendre à vivre avec le virus ? Je pense qu'il faudra apprendre à vivre avec le virus et puis apprendre également à vivre avec son immunité qu'on aura acquise naturellement ou par le vaccin, tout simplement parce que l'immunité n'est pas indéterminée dans sa durée. On a encore des doutes là-dessus. Combien de temps durent nos anticorps protecteurs? 6 mois, 8 mois, 1 an? C'est pour ça qu'on parle de rappel chez les gens fragiles. Donc l'immunité collective à un instant T, c'est ça qui compte. Combien serons-nous à un instant T suffisamment nombreux pour éviter que ce virus se promène et crée des variants? Et est-ce qu'avec la rentrée scolaire, il faut s'attendre à une reprise de l'épidémie ? C'est possible, mais je dirais que l'épidémie, c'est une chose, les cas graves, c'en est une autre. On l'a vu maintenant, on a l'habitude, malheureusement, depuis 1 an et demi. Qu'est-ce qui pose le réel problème? C'est le nombre de cas graves qui éventuellement embolisent l'hôpital. Avoir des cas simples d'équivalent rhinopharyngite ou état grippal à l'école ou même en rentrant à la maison, c'est pas ça qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, c'est qu'un enfant puisse ramener le Covid, toujours pareil, dans un domicile où il y aura une grosse proportion de non-vaccinés et de personnes à risque. C'est ça le problème.
Alors justement, c'était un petit peu le cas aux États-Unis, en Floride notamment, où le Delta a infecté 20 000 enfants. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce variant et les petits? Est-ce qu'il est plus contagieux ou alors plus sévère? Mais il est plus contagieux, on le sait depuis longtemps, donc forcément il va toucher plus de monde. En plus, aux États-Unis, il y a une grosse disparité en fonction des États. Il faut savoir que les États du Sud sont beaucoup moins vaccinés que les États du Nord, en particulier en Floride. Et c'est que par rapport à la France, un simple exemple, entre les 12-17 ans ont un schéma vaccinal complet qui est de 32% aux États-Unis, contre près de 50% en métropole. Donc c'est vrai qu'on voit bien là encore que la vaccination est utile. Et c'est pareil, d'un État à l'autre, les règles et les lois qui ont été imposées vis-à-vis de la distanciation, vis-à-vis du confinement, sont complètement différentes d'un État à l'autre. Pour terminer, docteur, retour sur un fait d'actualité. Le docteur Théran a été interpellé lundi. Les patients qu'il prenait en charge s'inquiètent aujourd'hui de ne plus pouvoir être suivis par lui. Est-ce qu'il sera facile pour un médecin libéral qui ne pratique pas le protocole du professeur Raoul d'assurer les soins aujourd'hui? Pour avouer, depuis 1 an et demi, on est tous un petit peu la tête dans le guidon, médecins libéraux, médecins du public, paramédicaux également, à s'occuper de patients Covidés, avec ou sans ivermectine. On a même une énorme majorité à ne pas forcément utiliser ce traitement. Ceci étant, ces patients à domicile sont gérables. On le fait au quotidien avec des infirmières, avec des aides-soignantes, avec des kinésithérapeutes qui interviennent à domicile, si besoin l'oxygène. Donc c'est déjà des choses qu'on fait au quotidien. D'accord. Il faudra donc les réorienter vers leur médecin. Merci beaucoup, docteur. Tout à fait. Je précise, Ayata, que la CPS a mis quand même en place des possibilités de visite à domicile, de prise en charge en tiers payant total, en 100% pour ces patients que l'on voit à domicile. Donc, c'est vraiment pas une difficulté. Ils ne sont donc pas oubliés. Merci beaucoup, docteur Didier Bondou, d'avoir répondu à nos questions ce soir. La fréquentation des vaccinodromes est en baisse aussi en Nouvelle-Calédonie. Une situation qui inquiète le gouvernement alors que le territoire connaît une ascension fulgurante de l'épidémie. 16 décès ont été enregistrés en 24 heures, soit le bilan le plus lourd depuis le début de l'épidémie il y a 3 semaines. Au total, ce sont 46 habitants qui ont succombé à la maladie. Le taux d'incidence dépasse les 1600 cas pour 100 000 habitants. 52 patients sont en réanimation. Alors les autorités exhortent les Calédoniens à se faire vacciner. On écoute ce plaidoyer prononcé lors du point presse hebdomadaire par un membre du gouvernement, Vaimoua Mouliava. Faisons chacun notre part du travail. Allons nous vacciner. Allons prêter main forte aux médecins qui s'essoufflent, à l'infirmière qui ne dort plus, à l'aide-soignante qui est fatiguée, qui soigne la personne le matin et 5 heures plus tard lui dit au revoir. Ce n'est pas normal. Alors je demande à chacun d'entre vous de se rendre au centre de vaccination que le pays tout entier ouvre. Oui, le Caillou où le confinement est prolongé jusqu'au 4 octobre. Ils étaient beaucoup moins que samedi dernier, mais qu'importe, les citoyens contre l'obligation vaccinale ont tenu à se faire voir et entendre. Ils crient à la tyrannie car ils considèrent que chaque liberté n'est pas limitée par celle d'autrui. Ils dénoncent également une forme d'injustice. Pour ces manifestants, il n'est pas normal que les dirigeants ne soient pas concernés par l'obligation vaccinale alors qu'ils devraient montrer l'exemple. Branda Hoffman du collectif Citoyenne Teora Fenua le dit à Hiro Terorotua. Les autorités que nous respectons qui ont voté cette loi sont exemptées de cette loi. Ils sont pourtant des citoyens et des citoyennes comme nous. Donc on ne comprend pas pourquoi en tant que peuple, nous ne comprenons pas pourquoi en tant que citoyens et citoyennes comme eux, ils nous obligent à nous vacciner alors qu'ils sont exemptés eux-mêmes de cette loi. Les manifestants ont été reçus ce matin durant près de 2h30 par Edouard Fritsch, 2 ministres et le chef des urgences, Tony Tekuatawa. À cette occasion, le président du pays a affirmé que des adaptations de l'arrêté étaient toujours possibles sous réserve de l'avis de la majorité et des autorités sanitaires.
Une loi qui est entre autres à l'origine de ces agitations et de cette révolte constatée ces derniers jours. Face à tout cela, l'Église protestante Maohi appelle au calme et à la sagesse si elle ne cautionne pas la manière dont Jean-Paul Théron a été appréhendé lundi, de même que cette obligation vaccinale. Elle rappelle l'importance du dialogue. François Pihatel, le président de l'Église protestante Maohi, répond à Marcel Bonneau. On ne peut pas résoudre un problème par la force. Il faut toujours en paix, paisiblement, avec un dialogue et aussi trouver un terrain d'entente. Hein? Mais cet appel ne va pas seulement sur le peuple. On appelle aussi les autorités d'un petit peu écouter ce que le peuple veut et non pas s'entêter à mettre en place des lois et tout ça sans la consultation du peuple, sans le consentement du peuple et sans la participation du peuple. Et c'est ça, pour leur rappeler que la gouvernance, c'est ces 3 points. Au chapitre judiciaire, ils sont 20 prévenus, 20 personnes à qui l'on reproche d'avoir importé de la méthamphétamine depuis Hawaï. 5 kilos exactement sont estimés par la justice, avec le chef présumé du réseau qui est un jeune chef d'entreprise de Bora Bora. Ils ont dû répondre de leurs actes et sans surprise, tous ont tenté de minimiser leur rôle ou en nier les faits. Compte rendu d'audience avec Axel Mézinel. Ils sont agents de sécurité, maçons, femmes de ménage ou encore secrétaires. Tous sont soupçonnés d'avoir participé à ce trafic d'ice entre Hawaï et Bora Bora. La tête présumée de ce réseau est un jeune de 26 ans. C'est un jeune chef d'entreprise. Il a sa société de construction. S'il s'est lancé dans le trafic, c'est parce que, dit-il, il traversait à l'époque une mauvaise passe à cause d'une rupture amoureuse. Il s'est donc noyé dans le jeu, l'alcool, mais aussi la drogue, car avant de devenir importateur, il est aussi consommateur pour faire venir l'ice depuis Hawaï. Il profitait de voyages de proches ou de connaissances et il organisait aussi lui-même des déplacements. La drogue était transportée dans des rames, mais aussi des cordes à sauter ou encore des boules de sapin de Noël. L'ice était ensuite vendu à Tahiti au Raromatei. La justice lui reproche 5 importations, lui en reconnaît 2. De ce trafic, le principal prévenu estime qu'il aurait dégagé un bénéfice de 25 millions, mais avec une estimation de 5 kilos d'ice importés pour la justice, ce chiffre atteint plutôt des centaines de millions de francs. Ils encourent 10 ans de prison. Toujours pas d'autorisation de vol pour Tahiti Air Charter aux Marquises. Les rotations devaient débuter le 1er juillet, mais la société est encore en attente d'agrément. Eh bien, dans l'attente, elle s'est adressée à Tahiti Nui Helicopters pour assurer le transport aérien entre les 3 îles de l'archipel pour 3 mois. Les billets d'avion, toutefois, restent subventionnés par le pays. Ils sont donc moins chers qu'un transfert en hélicoptère. Une aubaine pour les passagers. 464 ont déjà bénéficié de ce moyen de transport. 2 jeunes Polynésiens représentent parfaitement la Polynésie aux États-Unis dans des compétitions de MMA. 4 médailles d'or, 2 d'argent et 1 de bronze. C'est la belle récolte des petits protégés de la Sphère MMA Academy, une école de Haroué, une prouesse qui est synonyme d'un bel avenir dans la discipline. Rencontre signée Ismaël Tahiata et Hiro Terorotua. Heureux qui, comme Jason, a conquis la toison d'or, puis est revenu au Fénoua, sans elle certes, mais avec de l'or autour du cou. À 15 ans seulement, Ravanui signe l'exploit. Une seule défaite en 9 combats, elle remporte 3 médailles d'or et 1 d'argent. Le combat le plus dur, je pense, c'était à la 2e compétition que j'ai fait en Amérique, où j'avais fait contre un garçon qui était vraiment technique, je trouve le plus des 3 avec qui j'avais combattu. En grappling, Marie met du temps pour trouver ses repères. Plus à l'aise en kimono, elle sort le grand jeu avec une soumission en 18 secondes. De l'or en gi et une médaille d'argent en no-gi. C'est vrai que le no-gi, c'est assez nouveau pour moi. Ça fait que 3 mois que j'en fais. Donc c'était ma première compète après 3 mois, donc c'était un peu compliqué de s'adapter dedans. Mon coach, il a su me motiver, il a su me dire les mots qu'il me fallait et après j'étais dedans. Et c'est vrai qu'en gi, j'en ai fait un peu plus longtemps, donc les repères sont revenus, on va dire. Mais franchement, le no-gi, je le referai dès qu'il y en aura une. Te Amoana découvre l'international et son lot de stress. Difficile de jouer les outsiders avec 8 mois seulement de pratique. Ses efforts seront récompensés par une médaille de bronze. C'est là où tu te rends compte, déjà tu as la grandeur du pays qui te vient à l'esprit. Ensuite, pendant les entraînements, tu vois un peu le level des Californiens.
Et là, tu as une petite appréhension comparé à, pour ce qui t'attend à la compétition. C'était une très très belle expérience. Ça, il n'y a pas à dire. Ces résultats, ils les doivent à cette personne, Wesley Levine, ceinture noire de l'école 10th Planet, professeur officiel de jiu-jitsu brésilien et de grappling à la Sphère MMA Academy. C'est une franchise qu'on a, 10th Planet, avec Eddie Bravo. Donc c'était normal d'avoir un coach black belt de 10th Planet, issu de l'école. Et en plus, c'est le premier coach de Flo. Donc voilà, on a fait toutes les démarches pour qu'ils puissent venir ici enseigner. C'était leur rêve, un rêve qui aujourd'hui est devenu réalité. Avaro et Flore ne comptent pas en rester là. Le prochain est déjà en route. L'UFC là. Puis en plus, l'UFC, en fait, j'ai eu un appel pour un remplacement de dernière minute le mois dernier. Et comme j'étais en Polynésie, j'ai dit non, c'est pas la peine parce que c'était à une semaine près, quoi. Donc je sais qu'en fait, c'est pas loin. Si il y a déjà eu un appel, il va y en avoir un autre. Prochain combat pour Aito Hine, ce sera le 12 novembre. Une compétition organisée par la fédération américaine Legacy Fighting Alliance, avec une ceinture en jeu. Flore Hani qui avait décroché sa 4e victoire sur 5 combats chez les pros en juillet dernier à Paris. C'est la fin de ce journal. L'information principale du jour concerne l'épidémie qui ralentit, mais les tensions hospitalières restent importantes. Pour cela, la Polynésie reste en alerte de niveau 4. La guerre n'est pas encore gagnée, insiste la direction de la santé. Elle appelle les réfractaires à se faire vacciner pour être prêts à affronter une nouvelle vague. En attendant, le centre hospitalier continue de prendre en charge les patients. Sur plus de 1500 accueillis, les 3/4 sont guéris ou sont en voie de guérison. Vous avez d'ailleurs pu voir les soins qui leur sont prodigués. Les titres de vos journaux. Demain, Tahiti Info s'intéresse au village tahitien Retour à zéro. Pas de dépêche de Tahiti encore. Après ce journal, vous avez rendez-vous avec votre magazine de la mer Bleu Océan qui vous emmène à Maupiti. Puis, vous saurez tout sur l'horticulture avec sa pousse au Fénois, le MAG. Merci pour votre fidélité. Portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.